Une pauvre petite fille avec un bébé dans les bras supplie un jeune milliardaire d'adopter son petit frère. Ce qu'il fait est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le jeudi après-midi avait commencé comme n'importe quel autre jour pour Silu Martinez. Il avait quitté le bureau à 15h30, sa cravate déjà desserrée, pensant à la réunion de la semaine suivante avec les investisseurs japonais. Le soleil de septembre tapait sur les rues de Chicago, et il décida de marcher jusqu'au parking au lieu d'appeler son chauffeur. L'air était plus frais que les jours précédents, une légère brise soufflant depuis le lac. 2 pâtés de maison plus loin, il s'arrêta au feu de signalisation sur Michigan Avenue. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Une petite fille aux cheveux bruns foncés et aux grands yeux en amande. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Elle portait un bébé dans ses bras qu'elle peinait à soutenir. La fillette était trop petite pour ce poids, mais elle tenait son petit frère avec une détermination qui attira son attention. Silas regarda autour de lui, cherchant un adulte responsable. Rien. Juste l'agitation normale de la ville, les piétons pressés, les voitures qui klaxonnaient, le bruit constant du centre-ville. La fille s'approcha de lui à pas hésitants, comme si elle n'était pas sûre de devoir le déranger. « Monsieur !» Sa voix sortit doucement, presque un murmure. « Excusez-moi, monsieur. » Silas baissa les yeux. Ses vêtements étaient sales et déchirés par endroits, ses cheveux en désordre collés à son visage en sueur. Le bébé dans ses bras gémissait doucement, comme s'il n'avait pas la force de pleurer plus fort. Ils semblaient tous les deux épuisés. « S'il vous plaît » hésita-t-elle en se mordant la lèvre inférieure. « Adoptez mon petit frère. Il pleure de faim tous les jours. » Les mots frappèrent Silu comme un coup de poing dans le ventre. Il resta là, au milieu du trottoir, ne sachant que dire. Les gens passaient à côté d'eux. Personne ne s'arrêtait. Personne ne semblait remarquer. Silu déglutit difficilement. « Où sont vos parents ? » « Maman est partie il y a longtemps. » La fille secoua la tête. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue. Le bébé émit un faible bruit. Tessa le replaça mieux dans ses bras, tout en tremblant sous l'effort. « Et votre père ? » ?»« Je n'ai jamais eu de père. » Elle le dit simplement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle ajusta de nouveau le bébé dans ses bras, essayant de cacher sa fatigue. Silas sentit un poids sur sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Il regarda de nouveau autour de lui, espérant que quelqu'un apparaîtrait, que tout cela n'était qu'un malentendu ou peut-être une mauvaise blague, mais il n'y avait personne. Juste lui, la petite fille, et le bébé qui continuait à faire de faibles bruits. « Écoutez, commença-t-il, mais il ne savait pas comment finir. « Vous devez trouver la police, ou les services sociaux. »« J'ai déjà essayé, » dit Tessa. Et pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. « Ils veulent nous séparer. Mais j'ai promis à maman que je prendrai soin de Théo. » Théo, le bébé avait un nom. « Depuis combien de temps êtes-vous comme ça ?»« Je ne sais pas. Longtemps. » Silas passa une main dans ses cheveux. Cela ne pouvait pas arriver. Il avait une vie organisée, prévisible. Travail, maison, réunion, voyage d'affaires. Il n'y avait pas de place pour ça. « Écoutez, Il fit un pas en arrière. « Je ne peux pas vous aider. Il y a des endroits appropriés pour ça. Vous comprenez ? Des gens qui savent comment s'occuper des enfants. » Tessa ne dit rien. Elle le fixa simplement de ses énormes yeux bruns. Le bébé gémit plus fort, et elle commença à le bercer doucement. « D'accord, » murmura-t-elle. « Désolé de vous avoir dérangé. » Silu lui tourna le dos et continua de marcher. Chaque pas semblait trop lourd. Il arriva à sa voiture, alluma la climatisation et mit la musique classique qu'il écoutait toujours. Mais il ne parvenait pas à chasser l'image de la fille de sa tête. La circulation était bloquée. Il resta là, coincé au milieu de la rue, essayant de se concentrer sur les emails de son téléphone. Mais ces mots résonnaient. Il pleure de faim tous les jours. « Pas mon problème », dit-il à voix haute à la vitre fermée de la voiture, mais il savait qu'il mentait. La réunion de 17h fut un désastre. Silas n'arrivait pas à se concentrer. Il n'arrêtait pas de penser à la fille, au bébé, à l'endroit où il dormirait cette nuit. Ses collègues remarquèrent sa distraction, mais il inventa une excuse de mal de tête. Il quitta le bureau plus tôt et rentra directement chez lui. Le manoir de Lincoln Park était silencieux, comme toujours. Les lumières automatiques s'allumèrent à son entrée. Le système audio jouait la playlist de jazz qu'il avait programmée. Tout était parfait, tout à sa place,
mais le silence était dérangeant. Silas desserra sa cravate, se versa un whisky et s'assit dans le fauteuil en cuir du salon. La maison avait 3 étages, 6 chambres, un home cinéma, une piscine, assez d'espace pour toute une famille, mais il vivait seul depuis 5 ans. Il essaya de travailler un peu, de revoir les rapports de la semaine. Ça ne marcha pas. Les mots se brouillaient sur l'écran de l'ordinateur. Il pensa à appeler quelqu'un, mais sa vie sociale était pratiquement inexistante. Après la fin de ses fiançailles avec Rebecca, il s'était isolé. Travail, maison, travail, maison. C'était tout. Adopter mon petit frère. La voix de la fille revint, aussi claire que si elle était là dans la pièce avec lui. Silas se leva, alla à la fenêtre. En bas, la rue était déserte. Des voitures garées, des lampadaires allumés, quelques fenêtres éclairées dans les immeubles voisins. Une vie normale, des gens normaux dans leur maison normale. Il n'était pas normal. C'était un homme de 32 ans qui vivait seul dans un manoir, travaillait 12 heures par jour et n'avait personne à appeler quand il avait besoin de parler. Quand sa vie était-elle devenue ainsi? Rebecca avait dit la même chose le jour où elle avait rompu. Tu vis dans une bulle, Silu. Tu ne laisses personne entrer. Tu ne te connectes à rien de réel. À l'époque, il avait pensé qu'elle était dramatique. Maintenant, 5 ans plus tard, seul dans une immense maison, il commençait à comprendre. La fille était réelle. Le bébé était réel. La faim était réelle. Et il avait simplement tourné le dos. Silas prit une autre gorgée de whisky. Le liquide brûla en descendant, mais ne soulagea pas le poids sur sa poitrine. Il essaya de regarder la télévision, mais toutes les nouvelles semblaient parler de famille. Il essaya de lire, mais ne parvenait pas à se concentrer sur les mots. Il était presque minuit quand il alla enfin se coucher, mais le sommeil ne vint pas facilement. Il se retourna sans cesse dans son lit, pensant à l'endroit où ses enfants passaient la nuit. Il faisait froid pour la saison. Il l'avait remarqué en sortant de la voiture. Avait-il un abri? Avait-il mangé quelque chose? Avait-il peur? La dernière question le fit s'asseoir dans son lit. Bien sûr, ils avaient peur. Une fille de 5 ans seule avec un bébé, sans nourriture, sans maison, sans personne. Comment ne pourrait-il pas avoir peur? Silas se leva, alla à la cuisine et se fit un café. Inutile d'essayer de dormir. L'image des yeux de la fille ne quittait pas sa tête. Il s'assit au comptoir de la cuisine jusqu'au lever du soleil, buvant du café et essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Il n'avait jamais été une personne émotive. Il pouvait toujours séparer les problèmes des autres de sa propre vie. C'est ainsi que fonctionnait le monde des affaires. C'est ainsi qu'il avait réussi à construire tout ce qu'il avait. Mais quelque chose cet après-midi-là avait changé. Peut-être était-ce la façon dont la fille tenait le bébé, comme s'il était la chose la plus importante au monde. Peut-être était-ce la manière simple dont elle avait demandé de l'aide, sans drame, sans larmes. Ou peut-être était-ce simplement le fait que pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vraiment eu besoin de lui. Pas de son argent, pas de son entreprise, pas de son influence, mais de lui. Quand le soleil fut complètement levé, Silas prit une décision qu'il ne pouvait même pas s'expliquer à lui-même. Il enfila des vêtements décontractés, chose qu'il faisait rarement en semaine, et quitta la maison. Il conduisit jusqu'au centre-ville, au même endroit où il avait trouvé les enfants. Il ne savait pas s'ils seraient encore là. Il ne savait pas ce qu'ils diraient s'ils y étaient. Il savait juste qu'il devait y retourner. Il se gara à 2 pâtés de maison et marcha lentement. La matinée était animée, les gens allant au travail, les magasins ouvrant, tout était normal jusqu'à ce qu'il voie la boîte en carton. Elle était appuyée contre un mur entre une pharmacie et un magasin de vêtements. De loin, cela ressemblait à des ordures. Mais en se rapprochant, il vit 2 têtes brunes dépassant de l'intérieur. Il dormait. Tessa avait son bras autour du bébé, le protégeant du vent. Ils avaient l'air tous les deux épuisés, comme s'ils ne s'étaient pas reposés correctement. Il y avait une fine couverture sur eux, déchirée à quelques endroits. Silu resta là à les regarder. La fille semblait encore plus petite en dormant, plus fragile. Le bébé faisait de petits bruits comme s'il rêvait. Comment 2 enfants avaient-ils pu se retrouver ainsi? Où étaient les adultes responsables? Comment la société avait-elle pu échouer à ce point qu'une fille de 5 ans s'occupait seule d'un bébé dans la rue? Il n'avait pas de réponse. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas repartir une nouvelle fois. Il s'accroupit près de la boîte. Tessa se réveilla la première, clignant des yeux plusieurs fois avant que son regard ne se pose sur lui. Quand elle le reconnut, elle ne sembla pas surprise, juste fatiguée. « Salut », dit-elle doucement pour ne pas réveiller le bébé. « Salut », répondit Silas.
Avez-vous bien dormi? Elle haussa les épaules. Théo a beaucoup pleuré cette nuit. Je crois qu'il a faim. Comme par un signal, le bébé ouvrit les yeux et se mit à gémir. Tessa s'assit, l'ajusta sur ses genoux et commença à le bercer doucement. Chut, Théo. C'est bon, petit frère. Silas regarda la scène, ressentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. La fille s'occupait du bébé avec un naturel qu'il n'avait jamais vu. Cela semblait instinctif, comme si c'était la chose la plus importante au monde. « Quel âge a Théo » demanda-t-il. « 8 mois, répondit Tessa, berçant toujours son frère. Il savait déjà ramper avant qu'on arrive dans la rue. Maintenant, il n'y a plus d'espace. 8 mois. Le bébé avait 8 mois et vivait dans une boîte en carton. Tessa, hésita Silas. Voulez-vous venir avec moi? Elle arrêta de bercer le bébé et le regarda directement. Où ça? Chez moi. Vous pourrez prendre une douche, manger quelque chose, et puis? La question le prit au dépourvu. Et puis quoi? Il n'y avait pas pensé. Il n'avait pensé à rien au-delà du fait qu'il ne pouvait pas laisser 2 enfants dormir dans une boîte dans la rue. Je ne sais pas, admis. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez rester dans un endroit sûr. Tessa resta silencieuse un moment, regardant son frère sur ses genoux. Théo avait arrêté de pleurer et regardait Silu avec curiosité. D'accord, dit-elle finalement, mais si vous changez d'avis, vous pouvez nous ramener. Je sais comment m'occuper de lui. Silas sentit une boule dans sa gorge. Une fille de 5 ans parlant de s'occuper d'un bébé comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je ne vais pas changer d'avis, dit-il. Et à ce moment, il y crut. Il aida Tessa à se lever, tint la couverture pendant qu'elle ajustait Théo dans ses bras. Ils marchèrent lentement jusqu'à la voiture. Silas ouvrit la portière arrière, aida la fille à monter et plaça le bébé sur ses genoux. Ceinture de sécurité, dit-il automatiquement. Tessa attacha la ceinture, tenant Théo avec précaution. Silas s'installa au volant et démarra la voiture. Dans le rétroviseur, il vit les yeux de la fille, observant tout ce qui les entourait avec attention. Tandis qu'il conduisait dans les rues animées de la ville, son esprit tournait à plein régime. Je n'aurais pas dû m'impliquer. Ce n'est pas mon problème. Les pensées se répétaient comme un mantra désespéré. Il avait une vie organisée, une routine bien établie, des engagements importants. Il ne connaissait rien aux enfants, n'avait jamais voulu d'enfants, n'avait jamais rien prévu de tel. Mais sur la banquette arrière, Tessa fredonnait doucement pour le bébé, une douce mélodie qu'il ne connaissait pas, et Théo avait complètement cessé de pleurer. Quand il regarda de nouveau dans le rétroviseur, il croisa les yeux bruns de la fille fixés sur lui. Ce n'étaient pas les yeux d'une enfant de 5 ans normale. C'étaient les yeux de quelqu'un qui en avait trop vu, qui avait grandi trop vite, qui avait assumé des responsabilités qu'elle n'aurait pas dû porter. Mais il y avait autre chose. Une sorte d'espoir prudent, fragile. Comme si elle voulait croire que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. Comme si elle avait encore foi dans les adultes, même après tout. Le regard de Tessa depuis la banquette arrière disait le contraire de tout ce que Silas pensait. Il disait que peut-être, c'était exactement son problème. Il disait que peut-être, il s'était impliqué au bon moment, de la bonne manière, quand cela comptait le plus. Il disait que peut-être, sa vie n'était pas aussi organisée qu'il le pensait. Il disait que peut-être, il manquait quelque chose d'essentiel. Et pour la première fois en 5 longues années de solitude, Silas n'était absolument sûr de rien. Les pleurs commencèrent dès qu'ils entrèrent dans la maison. Théo hurlait comme s'il souffrait, un cri désespéré qui résonnait contre les murs du manoir. Silas resta figé dans l'entrée, tenant les clés, ne sachant que faire. Le son était assourdissant. Il pénétrait ses os, faisait palpiter sa tête. « Est-ce qu'il va bien ?» demanda-t-il, élevant la voix pour couvrir le bruit. Tessa berçait son frère dans ses bras, essayant de le calmer, mais Théo ne faisait que pleurer plus fort. Les larmes coulaient sur le visage rouge du bébé, et il se tortillait dans les bras de sa sœur. « Il devient comme ça quand il a faim », expliqua Tessa, mais sa voix était fatiguée. « Ou quand il a peur. » Silas passa une main dans ses cheveux. « La faim. Bien sûr. Quand avait-il mangé pour la dernière fois ? Il n'y avait même pas pensé dans la voiture. « Y a-t-il quelque chose qu'il mange ?» demanda-t-il, se sentant complètement perdu. « Du lait. Mais... » Tessa hésita. « On n'a pas d'argent pour en acheter. »« C'est vrai. Du lait. Les bébés boivent du lait. » Silas le savait en théorie. Mais quel type de lait ? Comment le préparer ? Quelle quantité donner ?
Il n'en avait aucune idée. Théo continuait de pleurer, le son devenant plus aigu. Silas sentit le désespoir monter en lui. C'était une erreur. Une énorme erreur. Il ne savait pas s'occuper des enfants. Il n'avait aucune expérience et n'était pas préparé à cela. Peut-être, commença-t-il, mais s'arrêta. Peut-être quoi? Peut-être qu'il devrait les ramener dans la rue. La pensée le rendit malade. Tessa s'assit par terre dans le salon, installa Théo sur ses genoux et commença à faire de doux mouvements avec lui. Le bébé continuait de pleurer, mais elle ne semblait pas aussi désespérée que Silas. Chut, Théo. Sa voix était douce, patiente. Je suis là. Maman va revenir. Alors, ne pleure pas, d'accord? Silas cessa de faire les 100 pas et observa. Tessa parlait à son frère comme s'il pouvait comprendre chaque mot. Sa manière était naturelle, aimante. Regarde, petit frère, continua-t-elle en passant sa petite main dans les cheveux du bébé. On est dans une vraie maison maintenant. Elle a un toit, un sol chaud. Tu verras. Tout ira bien. Les pleurs de Théo diminuèrent un peu. Ils ne s'arrêtèrent pas, mais devinrent moins désespérés. Tu veux que je chante cette chanson que tu aimes? Demanda Tessa, et elle se mit à fredonner une simple mélodie. Silas regardait, fasciné et troublé à la fois. La fille avait 5 ans. Il arrivait à peine à gérer sa propre anxiété. Et elle était là, s'occupant d'un bébé avec une patience qu'il n'avait jamais vue chez aucun adulte. Comment sais-tu faire ça? Demanda-t-il, incapable de cacher l'admiration dans sa voix. Tessa le regarda une seconde, puis reporta son attention sur son frère. Je me suis toujours occupée de lui, dit-elle simplement, presque depuis sa naissance. Maman était toujours très fatiguée, alors j'aidais. Je me suis toujours occupée de lui. Une fille de 5 ans s'était toujours occupée d'un bébé. Silas sentit quelque chose se tordre dans son estomac. Et ta mère? Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Tessa secoua la tête, continuant de fredonner. Un jour, elle est partie et n'est jamais revenue. Ça fait un moment maintenant. Un moment maintenant? Comme si c'était normal. Comme si les mères disparaissaient et que les filles de 5 ans prenaient la responsabilité de s'occuper de leur petit frère. Théo arrêta de pleurer. Pas complètement, mais le son diminua pour devenir un faible gémissement. Tessa sourit, soulagée. Voilà, petit frère, tu vas mieux maintenant, n'est-ce pas? Silas ne pouvait s'empêcher de la fixer. La façon dont elle parlait à Théo, comment elle le tenait, comment elle savait exactement quoi faire. Elle était trop mature, trop protectrice, trop aimante pour un enfant de son âge. Tessa, dit-il en s'accroupissant à côté d'eux. As-tu faim, toi aussi? Elle hocha la tête, mais n'arrêta pas de bercer son frère. Je vais commander quelque chose à manger pour vous, dit Silu en se levant et en prenant son téléphone. Et du lait pour Théo. Il appela un restaurant voisin pour une livraison, commandant des sandwichs, de la soupe, des fruits. Puis il appela la pharmacie et commanda du lait maternisé. Pendant qu'il parlait au téléphone, il regardait Tessa s'occuper de son frère. Elle avait couché Théo sur le canapé et lui faisait des grimaces. Le bébé avait complètement cessé de pleurer et essayait de sourire. Quand il raccrocha, Silas s'assit dans le fauteuil en face d'eux. La maison était différente avec eux, pas silencieuse comme toujours. Elle avait de la vie. La nourriture sera là dans environ 20 minutes, dit-il. Merci, murmura Tessa, sans quitter son frère des yeux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Théo faisait de petits bruits comme s'il essayait de parler à sa sœur. Tessa répondait à chaque son, comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Silas regardait tout cela, essayant de digérer ce qui se passait. Quelques heures auparavant, sa plus grande préoccupation était la réunion avec les investisseurs. Maintenant, il avait 2 enfants dans son salon, dont un bébé qui pleurait de faim. Comment en était-il arrivé là? La nourriture arriva en même temps que les articles de la pharmacie. Silas prépara le lait maternisé en suivant les instructions sur l'emballage, essayant de ne pas montrer qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Tessa mangea lentement, comme si elle ne voulait rien gaspiller. Théo but tout le biberon et sembla enfin satisfait. « Il va dormir maintenant », dit Tessa en ajustant son frère sur le canapé. « Quand il mange, il a sommeil. Et toi? N'es-tu pas fatigué? » « Si, Jamil. Mais je dois m'occuper de lui. » Tessa hésita Silu. « Tu n'as pas à tout faire toute seule. Plus maintenant. » Elle le regarda de ses grands yeux bruns sérieux. « Mais si je ne m'occupe pas de lui, qui le fera? » La question frappa Silu comme un coup de poing. « Qui s'occupera de lui? »
Bien sûr, elle pensait ainsi. Depuis combien de temps était-elle la seule personne responsable de son frère? J'engagerai quelqu'un, dit-il, décidant sur le champ. Une nounou. Quelqu'un qui s'y connaît en bébé. Une nounou? Tessa semblait confuse. Une personne qui s'occupe des enfants. C'est son travail. Et est-ce qu'elle s'occupera bien de Théo? Oui, promit Silu, espérant avoir raison. Tessa hocha la tête, mais ne sembla pas entièrement convaincue. Elle continua de regarder son frère dormir comme si elle ne voulait pas le quitter des yeux une seule seconde. Silas prit son ordinateur portable et commença à chercher des agences de nounou. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait chercher, des qualifications importantes, du coup. Tout était nouveau, effrayant. Mais en tapant, quelque chose le dérangea profondément. Ce n'était pas seulement la responsabilité des enfants ou la peur de ne pas savoir s'en occuper. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. Il regarda Tessa, qui avait posé sa tête sur le bras du canapé et s'était presque endormie, mais veillait toujours sur Théo, 5 ans et déjà plus mère que beaucoup de femmes adultes qu'il connaissait. Ces enfants n'ont personne d'autre, murmura-t-il pour lui-même, la réalité le frappant finalement de plein fouet. Personne. Pas de parents, pas de famille, pas d'amis, pas de réseau de soutien. Juste eux deux, abandonnés au monde, dépendant l'un de l'autre pour survivre. Et maintenant, dépendant de lui. Silas ferma l'ordinateur portable, sentant le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Il n'avait pas demandé ça, ne l'avait pas prévu, n'était pas préparé. Mais ils étaient là, deux enfants qui n'avaient personne d'autre au monde que lui. L'idée était terrifiante, et en même temps, étrangement réconfortante, car la vérité était qu'il n'avait personne non plus. Pas vraiment. Il avait des collègues, des connaissances, des gens dans son agenda, mais personne qui se souciait vraiment de lui, personne qui le regretterait s'il disparaissait. Peut-être qu'ils étaient tous des orphelins, chacun à sa manière. Il regarda de nouveau Tessa et Théo dormir sur le canapé de son salon, et pour la première fois depuis qu'il les avait ramenés à la maison, il ne sentit pas de panique. Il sentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer, quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. Il sentit que peut-être, pour la première fois depuis des années, il n'était pas complètement seul. Silas se gara dans le garage après 3 heures passées dans la réunion la plus fastidieuse de sa vie. Les investisseurs japonais avaient remis en question chaque virgule du rapport, chaque projection, chaque détail infime du projet. Il était épuisé et avait mal à la tête. Mais quand il ouvrit la porte d'entrée, il s'arrêta. Il y avait du bruit. Pas le silence habituel qui l'accueillait toujours, ce vide qui résonnait dans les couloirs déserts. Il y avait un bruit de vie venant du salon. Des rires, une voix aiguë disant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, et une autre voix plus âgée répondant patiemment. La nounou, Carmen. Une femme de 50 ans qu'il avait engagée 2 jours auparavant après avoir interviewé 5 candidates. Elle semblait savoir ce qu'elle faisait, avait de bonnes références, de l'expérience avec les bébés. Mais même ainsi, Silas se sentait toujours perdu en rentrant chez lui. Il enleva sa cravate et se dirigea lentement vers le salon. Les sons devinrent plus clairs. Tessa riant de quelque chose. Théo faisant ces bruits de bébé qu'il commençait à reconnaître. Carmen parlant en espagnol. Quand il arriva à l'entrée du salon, il s'arrêta de nouveau. La maison avait changé. Ce n'était pas de grands changements, rien de drastique, mais tout semblait différent. Le tapis persan qui était toujours parfaitement aligné était de travers, avec quelques jouets éparpillés dessus. Des blocs colorés, un ours en peluche, quelques livres pour enfants qu'il ne se souvenait pas avoir achetés. Théo était par terre sur une sorte de tapis rembourré, essayant de ramper vers une balle rouge. Tessa était assise à côté de lui, applaudissant et l'encourageant. « Vas-y, Théo. Tu peux le faire. Prends la balle. » Le bébé luttait, bougeant ses petites jambes, déterminé à atteindre le jouet. Quand il réussit enfin à toucher la balle, Tessa célébra comme s'il avait gagné une médaille olympique. « Tu l'as fait. Mon frère est le plus intelligent du monde. » Carmen pliait de petits vêtements sur le canapé, souriant à l'excitation de la fille. Quand elle vit Silas debout dans l'embrasure de la porte, elle lui fit un signe de la main. « Bon après-midi, monsieur Martinez. Comment s'est passée la réunion ?» Silas hésita, digérant encore la scène. « C'était bien. » Tessa le regarda et sourit. Ce n'était pas le sourire prudent des premiers jours, quand elle semblait encore craindre qu'il ne change d'avis. C'était un sourire sincère et détendu. « Silas, regarde ce que Théo a fait aujourd'hui. » Elle prit son frère et l'amena là où Silas se tenait. Théo le regarda avec curiosité. « Il a rampé » annonça fièrement Tessa.
Carmen a dit que c'est très tôt pour son âge, qu'il est super intelligent. Vraiment? Silas regarda le bébé qui essayait d'attraper sa cravate. Félicitations, Théo. Les mots sortirent naturellement, sans qu'il y pense. Quand il s'en rendit compte, il souriait aussi. Et j'ai fait quelque chose pour toi, dit Tessa, devenant soudainement timide. Tu veux voir? Avant qu'il ne puisse répondre, elle courut vers la cuisine. Silas la suivit, curieux. Carmen resta dans le salon avec Théo, qui était retourné jouer avec la balle. Dans la cuisine, Tessa s'arrêta devant le réfrigérateur. Silas regarda et vit quelque chose de nouveau. Un dessin tenu par un aimant. Il était fait au crayon de cire, avec des couleurs typiques d'enfants. 3 personnages en bâton se tenant la main. Un très petit au milieu, un plus grand d'un côté et un encore plus grand de l'autre. Au-dessus de leur tête, elle avait écrit en lettres tordues « Ma famille ». C'est toi. Tessa pointa du doigt le plus grand personnage. Tu souris. Silas regarda de plus près. En effet, le personnage avait un sourire dessiné, 2 points pour les yeux et une courbe pour la bouche. Simple, enfantin, mais indéniablement un sourire. Et ça, c'est moi, dit-elle en pointant le personnage du milieu. Et ça, c'est Théo. C'est très beau, dit Silu, et il ne mentait pas. Il y avait quelque chose de touchant dans le dessin, dans la façon dont elle les avait placés tous les 3 ensemble, se tenant la main. Tu aimes vraiment? Demanda Tessa comme si son opinion était la chose la plus importante au monde. Vraiment. Elle sourit, soulagée, et retourna en courant au salon. Silu resta là, regardant le dessin sur le frigo. Ma famille. Elle avait écrit ma famille. Quand quelqu'un l'avait-il inclus dans une famille pour la dernière fois? Même avec Rebecca, il n'avait jamais atteint ce point. C'était toujours mon appartement, ma voiture, ma vie. Jamais notre maison, notre vie, notre famille. Et voilà qu'une fille de 5 ans qu'il connaissait depuis moins d'une semaine l'incluait déjà dans sa famille. Il retourna au salon et trouva Carmen en train de ranger les jouets. Ce sont de charmants enfants, dit-elle en pliant une petite couverture. Tessa est très responsable pour son âge, et Théo est un bébé calme maintenant qu'il est bien nourri. Comment s'est passée la journée? Demanda Silu en s'asseyant dans le fauteuil. Très calme. Théo a beaucoup dormi ce matin, a bien mangé à midi. Tessa a aidé à changer sa couche. Elle sait déjà presque tout faire toute seule. Bien sûr, elle savait. Tessa savait probablement mieux s'occuper des bébés que la plupart des adultes. Et elle a dessiné toute la journée, continua Carmen. Elle a fait plusieurs dessins pour vous. Ils sont tous sur la table de la cuisine. Plusieurs dessins. Silu sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle n'arrête pas de demander à quelle heure vous rentrez. Carmen sourit. Alors, je pense qu'elle est excitée de vous montrer tout ce qu'elle a fait pendant la journée. Excitée de lui montrer ce qu'elle a fait. Comme s'il était important pour elle. Carmen finit de ranger et prit congé. Silas se retrouva seul avec les enfants pour la première fois depuis l'embauche de la nounou. Les premiers jours, il rentrait toujours après le départ de Carmen, évitant d'être seul avec eux. Mais maintenant, en regardant Tessa jouer avec Théo sur le tapis, il ne ressentait plus cette panique initiale. Il ne savait toujours pas vraiment ce qu'il faisait, mais au moins, il ne paniquait pas quand Théo pleurait. Silu. Tessa le regarda. Tu vas dîner avec nous ce soir? La question le prit au dépourvu. Ces derniers jours, il avait toujours mangé seul au bureau après qu'ils aient déjà dîné. Tu veux que je dîne avec toi? Oui, dit-elle simplement. Carmen a fait cette soupe que tu aimes. Et il y a du pain aussi. Carmen a fait la soupe qu'il aime. Elle avait prêté attention à ce qu'il mangeait, à ce qu'il préférait. Elle s'était occupée de lui aussi, pas seulement des enfants. D'accord, alors. Silu dit, je vais juste me changer et je reviens. Il monta dans sa chambre, enleva son costume et mit des vêtements décontractés. Quand il descendit, il trouva Tessa en train de mettre Théo dans la chaise haute que Carmen avait achetée. La table était mise pour 3 personnes. 3 personnes. Quand avait-il dîné pour la dernière fois à une table mise pour 3 personnes? Ils dînèrent ensemble. Tessa racontant tout ce qui s'était passé pendant la journée. Théo mangea sa purée pour bébé, se salissant tout le visage, mais ayant l'air satisfait. La maison était remplie de sons. Des cuillères qui tintent sur les assiettes, Tessa qui parle, Théo qui fait des bruits. Ce n'était pas le silence élégant auquel Silas était habitué. C'était désordonné, un peu chaotique, imprévisible. C'était la vie. Après le dîner, il aida à donner le bain à Théo.
Ou plutôt, il regarda Tessa donner le bain à son frère, prêt à aider si nécessaire. La fille était prudente. Elle savait exactement comment tenir le bébé, comment tester la température de l'eau. Ma mère m'a appris, expliqua-t-elle comme si elle avait lu dans ses pensées. Elle a dit que je devais apprendre à m'occuper de lui au cas où elle ne serait pas là. Au cas où elle ne serait pas là. Comme si elle savait déjà qu'elle allait partir. Après le bain, Tessa coucha Théo, chantant doucement. Silu se tenait à la porte de la chambre, observant. La scène était si naturelle, si pleine d'amour qu'il se sentit presque comme un intrus. Quand Théo s'endormit enfin, Tessa quitta lentement la pièce, fermant la porte avec précaution. « Il va dormir toute la nuit maintenant », dit-elle, fière de son travail. « Tu as très bien fait. » Elle sourit, satisfaite. Puis elle hésita, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. « Silu. Oui. Est-ce que tu aimes vivre avec nous ?» La question était simple, directe, mais chargée de sens. Silas réalisa qu'elle était sincèrement inquiète de la réponse. « Oui, » dit-il, et réalisa que c'était vrai. « J'aime beaucoup. » Le sourire qu'elle lui fit en réponse était le plus beau qu'il ait jamais vu. Plus tard, après que Tessa soit allée se coucher, Silas retourna à la cuisine et regarda de nouveau le dessin sur le frigo. Ma famille. 3 personnages en bâton se tenant la main. Il prit délicatement le papier du frigo comme si c'était quelque chose de précieux. Il ne pouvait pas le jeter. Il ne pouvait même pas le laisser là où n'importe quel visiteur de la maison pourrait le voir. Il monta à son bureau et ouvrit le tiroir de son bureau. Il y plaça le dessin, parmi des documents importants et des contrats de plusieurs millions de dollars. Pour une raison quelconque, cela semblait être le bon endroit, l'endroit où il gardait les choses qui comptaient vraiment. Silas se réveilla au milieu de la nuit à cause des pleurs de Théo. C'était la 3e fois cette semaine que le bébé avait des cauchemars ou des coliques ou quelque chose que Carmen avait expliqué, mais qu'il n'avait pas tout à fait compris. Les pleurs résonnaient dans la maison, et même avec Carmen dormant dans la chambre d'amis, Silas fut le premier à se réveiller. Il sortit du lit, enfila une robe de chambre et se rendit dans la chambre des enfants. Tessa était déjà debout, essayant de calmer son frère. « Désolé » chuchota-t-elle en le voyant à la porte. « Il est comme ça depuis hier. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser » répondit Silas, mais il sentait l'épuisement peser sur ses épaules. Il resta là à regarder Tessa bercer Théo, fredonnant doucement. En quelques minutes, le bébé se calma. Quand il retourna enfin au lit, il était presque 4 heures du matin. Le lendemain matin, il arriva au bureau avec des cernes sous les yeux et de très mauvaise humeur. La réunion avec les clients allemands fut un désastre. Il perdit le fil de ses pensées 2 fois, mélangea les chiffres et dut s'excuser. « Tu vas bien ?» demanda Marcus, son associé, après le départ des clients. « Je suis juste fatigué. »« Fatigué ?» Marcus fronça les sourcils. « Depuis quand es-tu fatigué ? Tu travaillais 18 heures par jour sans sourciller. »« Depuis quand ?» En effet. Silas ne savait pas quoi répondre. Depuis qu'il avait 2 enfants à la maison qui se réveillaient au milieu de la nuit, depuis que ses journées tournaient autour des biberons et des siestes, depuis que sa maison parfaite s'était transformée en un lieu plein de jouets et de cris de bébés. « Je dois m'occuper de quelques petites choses, » dit-il, et il quitta la pièce avant que Marcus ne puisse poser d'autres questions. De retour dans son bureau, il ferma la porte et regarda par la fenêtre. Chicago s'étendait en dessous, animé et impersonnel. Sa vie avant les enfants semblait si simple de là-haut, prévisible, organisée. Il prit le téléphone et composa le numéro qu'il avait enregistré dans ses contacts une semaine auparavant. Services sociaux, Sharon à l'appareil. Bonjour, Sharon. C'est Silu Martinez. Nous nous sommes parlé la semaine dernière à propos d'une situation avec 2 enfants. Ah, oui, monsieur Martinez. Comment puis-je vous aider ? Silas hésita. De l'autre côté de la ligne, Sharon attendait patiemment. Je pensais, et peut-être qu'il vaut mieux leur trouver un foyer stable. Les mots sortirent plus facilement qu'il ne s'y attendait, mais ils laissèrent un goût amer dans sa bouche. Je comprends, dit Sharon sans jugement dans la voix. C'est une décision difficile. Puis-je vous demander ce qui vous a fait changer d'avis ? Silas passa une main dans ses cheveux. Je n'ai aucune expérience avec les enfants. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut. Peut-être qu'il mérite quelqu'un qui sait mieux s'en occuper. Monsieur Martinez, puis-je vous poser une question ? Les enfants sont-ils bien soignés, nourris, propres, en sécurité ? Ils le sont. Et semblent-ils heureux ?
Silas pensa à Tessa courant pour lui montrer ses dessins, à Théo essayant de ramper après la balle rouge, au dîner bruyant à la table de la cuisine. Oui, ils le sont. Alors peut-être que vous vous en occupez mieux que vous ne le pensez, dit doucement Sharon. Mais si vous voulez vraiment que je leur trouve une famille, je peux commencer le processus. Cela prendra quelques semaines. Quelques semaines? Il est difficile de trouver des familles prêtes à adopter 2 frères et sœurs ensemble. La plupart préfèrent les bébés ou les enfants uniques. Je peux essayer, mais je ne peux pas garantir qu'ils resteront ensemble. Les mots frappèrent Silas comme un coup de poing dans le ventre. Ils ne resteraient pas ensemble. Tessa et Théo, séparés. Il commença-t-il, mais s'arrêta. Ils doivent rester ensemble. Je comprends et je ferai de mon mieux, mais vous devez savoir que les options sont limitées. Silas raccrocha, se sentant pire qu'avant d'avoir appelé. Il resta assis, fixant le téléphone, essayant de digérer la conversation. Quelques semaines, peut-être séparés. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Il essaya de travailler, de se concentrer sur les chiffres et les rapports, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation avec Sharon. Il quitta le bureau plus tôt que d'habitude et rentra chez lui sans se presser. Une partie de lui voulait prolonger le trajet pour retarder le moment d'arrivée et de voir les enfants, sachant qu'il envisageait peut-être de s'en débarrasser. Mais quand il se gara dans le garage et ouvrit la porte d'entrée, Tessa courut vers lui comme elle le faisait toujours. Silu, Silu. Elle tenait un morceau de papier dans ses mains, ses yeux brillants d'excitation. Regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Elle lui tendit un autre dessin. Il était similaire au premier. 3 personnages en bâton se tenant la main, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Au milieu de la poitrine du plus grand personnage, elle avait dessiné un cœur rouge. « C'est toi », dit-elle fièrement. « Mais aujourd'hui, j'ai dessiné un cœur. Parce que Carmen a dit que les bonnes personnes ont de grands cœurs. » Silas regarda le dessin, sentant quelque chose de lourd se former dans sa poitrine. « Et tu sais pourquoi j'ai fait ça ?» continua-t-elle, sans attendre de réponse. « Parce qu'aujourd'hui, j'ai rêvé que nous étions une famille. » Les mots résonnèrent dans le couloir silencieux. Tessa le regarda de ses yeux bruns pleins d'espoir, tenant le dessin comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Silas ne put répondre. Les mots étaient coincés dans sa gorge, mêlés de culpabilité et de confusion. Il prit le dessin de ses petites mains, sentant le papier fin entre ses doigts. « Tu aimes » demanda Tessa, soudainement incertaine. Il hocha la tête, toujours incapable de parler. Tessa sourit, soulagée, et retourna en courant au salon où Théo jouait avec Carmen. Silas resta dans le couloir, regardant le dessin. Le cœur rouge au milieu du personnage semblait pulser sur le papier. « Aujourd'hui, j'ai rêvé que nous étions une famille. » Il monta à son bureau et ouvrit le tiroir où il avait gardé le premier dessin. Il plaça le nouveau à côté de l'autre, les 2 papiers froissés par le soin avec lequel elle les avait faits. Il s'assit dans son fauteuil et fixa les dessins. 2 enfants qui n'avaient personne au monde. Une fille qui rêvait qu'ils étaient une famille. Un bébé qui apprenait à ramper dans son salon. Et lui, il pensait à les renvoyer parce qu'il était fatigué. Parce que sa vie avait été bouleversée. Parce qu'il avait peur. Peur de quoi ? De s'attacher. D'assumer une responsabilité qu'il n'avait pas demandée. De découvrir qu'il n'était peut-être pas aussi doué pour s'occuper des gens que pour s'occuper des affaires. Ou peur de découvrir qu'il était peut-être doué pour ça, et que toute sa vie jusqu'à ce point avait été vide. Il resta assis en silence pendant longtemps. Les dessins devant lui, les bruits de la maison lui parvenant assourdis à travers la porte fermée. Tessa parlant à Théo, Carmen préparant le dîner. La vie qui se déroulait autour de lui, la vie qu'il avait fait entrer dans sa maison, qui avait tout changé, qui avait transformé son manoir silencieux en un foyer. Et maintenant, il pensait à tout jeter parce qu'il avait peur. Le téléphone sonna. C'était Sharon, voulant probablement confirmer les prochaines étapes pour commencer le processus de recherche d'une famille pour Tessa et Théo. Silas regarda le téléphone qui sonnait, puis les dessins, puis la porte fermée du bureau. Il ne répondit pas. Il n'était pas prêt à prendre cette décision. Pas encore. Il ne savait toujours pas s'il pourrait vivre avec. L'appel de Sharon resta sans réponse pendant 3 jours. Le 4e jour, Silas supprima le numéro de son téléphone. Ce n'était pas une décision consciente. Il n'y eut pas de moment dramatique de révélation. Simplement, quand il vit son nom dans ses contacts, il sentit qu'il n'avait plus sa place là, comme s'il faisait partie d'une vie qu'il laissait derrière lui. Le changement commença modestement. Le lundi,
Il rentra à l'heure du dîner au lieu de se cacher dans son bureau. Carmen avait fait des lasagnes et Tessa essayait d'apprendre à Théo à applaudir. « Silu !» cria-t-elle en le voyant. « Regarde Théo. Il y arrive presque. » Théo était assis dans sa chaise haute, agitant ses petites mains de manière désordonnée. Ce n'était pas tout à fait des applaudissements, mais il essayait d'imiter sa sœur. « Très bien, Théo, » dit Silas en s'asseyant à table. Et il resta. Il dîna avec eux, écouta Tessa parler de sa journée, aida à nettoyer le visage en désordre de Théo après sa purée. Ce n'était pas aussi étrange qu'il l'avait prévu. C'était naturel. Le mardi, il fit la même chose. Le mercredi aussi. Le jeudi, il rentra et trouva la table déjà mise pour 3, comme si Carmen savait qu'il resterait. « Voulez-vous que je prépare quelque chose de spécial demain ?» demanda-t-elle en arrangeant les assiettes. « Pourquoi ? C'est vendredi. J'ai pensé que vous voudriez peut-être quelque chose de différent pour le week-end. » Le week-end ? Silas n'y avait pas pensé. Normalement, Carmen ne travaillait pas le week-end. Il serait seul avec les enfants pendant 2 jours entiers. L'idée aurait dû le terrifier. Il y a quelques semaines, elle l'aurait fait. Mais maintenant, il ressentait juste une étrange curiosité. Comment serait-ce de passer un week-end entier avec Tessa et Théo ? Le vendredi soir, Carmen prit congé et laissa des instructions détaillées sur les routines des enfants, les heures de repas, les heures de sieste, les heures de bain. Silas nota tout, mais réalisa qu'il connaissait déjà la plupart des choses. Quand avait-il appris cela ? Quand avait-il commencé à prêter attention aux horaires, aux habitudes, aux manies des enfants ? Le samedi matin, il se réveilla avec les pleurs de Théo. Mais cette fois, ce n'était pas un cri de désespoir. C'était le cri qu'il apprenait à reconnaître. La faim. Simple comme bonjour. Il prépara le biberon, changea la couche, mit Théo dans son berceau pendant qu'il réveillait Tessa. Tout se déroula naturellement, sans la panique des premiers jours. Bonjour. Tessa apparut dans la cuisine, les cheveux en désordre, encore en pyjama. Bonjour. Tu veux des pancakes ? Tu sais faire des pancakes ? Silas hésita. En fait, non. Mais il avait vu Carmen en faire plusieurs fois. On va le découvrir ensemble. Ce fut un désastre. La première fournée brûla. La deuxième était crue au milieu. La troisième colla à la poêle. Mais Tessa riait de chaque tentative ratée. Et même Théo semblait trouver le chaos dans la cuisine amusant. « Je pense qu'on va devoir manger des céréales, » dit Silas en regardant le désordre. « Ce n'est pas grave, » haussa les épaules Tessa. C'était amusant d'essayer. Amusant. Quand s'était-il amusé pour la dernière fois en cuisinant ? Quand s'était-il amusé, tout court ? Ils passèrent toute la journée ensemble. Ils jouèrent dans le jardin, regardèrent des dessins animés à la télévision, firent une tente avec des draps dans le salon. Théo rampa dans toute la maison, explorant chaque recoin avec curiosité. Le soir, après leur bain, Silas aida à mettre Théo dans son berceau. Le bébé était fatigué de cette journée bien remplie, bâillant et se frottant les petits yeux. « Il va s'endormir rapidement aujourd'hui » dit Tessa en arrangeant la couverture de son frère. Ils restèrent là quelques minutes, regardant Théo s'endormir. La respiration du bébé devint plus profonde, plus régulière. Son petit visage se détendit, ses mains s'ouvrirent. « Il grandit » murmura Silas. « Oui » acquiesça Tessa. Carmen a dit qu'il commencera bientôt à parler. Les bébés parlent à 10 mois et il en a déjà 9. 9 mois. Le bébé avait 9 mois et était là, dans la maison de Silu, grandissant, apprenant de nouvelles choses comme si c'était sa place. Silas, dit doucement Tessa pour ne pas réveiller son frère. Oui. As-tu déjà voulu avoir une famille ? La question sortit de nulle part, directe comme ces questions l'étaient toujours. Silas la regarda, puis le bébé endormit. Oui, une fois. Et que s'est-il passé ? Silas hésita. Il n'avait jamais parlé de Rebecca à personne, encore moins à un enfant. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Tessa demandait, sans jugement. Juste une curiosité sincère. J'étais fiancé, commença-t-il lentement. Nous avions des projets. Une maison sur la plage, 2 enfants, un golden retriever, tout était prévu, tout était parfait. Mais elle m'a trompé. Les mots sortirent plus facilement qu'il ne s'y attendait. Avec mon meilleur ami. En fait, je l'ai découvert 3 semaines avant le mariage. Tessa ne dit rien, continuant juste à regarder Théo dormir. Après ça, je me suis promis que je ne m'impliquerais plus jamais avec personne.
J'ai promis que fonder une famille n'était pas pour moi. Que je me concentrerais uniquement sur le travail, uniquement sur moi-même. Silas marqua une pause, prit une profonde inspiration. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Jusqu'à ce que tu nous rencontres, tu as fait sourire mon cœur endurci. Tessa le regarda, ses yeux bruns sérieux dans la pénombre de la pièce. Pourquoi ton cœur s'est-il endurci? Parce que ça fait moins mal comme ça, admit Silas. Quand on ne se soucie de personne, personne ne peut nous faire de mal. Mais personne ne peut te rendre heureux non plus. L'observation était simple, enfantine en surface, mais portait une sagesse qui prit Silas au dépourvu. Une fille de 5 ans avait compris quelque chose qu'il avait mis des années à réaliser. C'est vrai, dit-il. Je crois que j'avais oublié ce que c'était d'être heureux. Tessa bougea lentement et posa sa tête sur son épaule. Le geste était naturel, affectueux, alors nous pouvons être ta famille, si tu veux. Les mots sortirent en un murmure, mais ils résonnèrent dans la pièce silencieuse comme une invitation, une promesse, une possibilité qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Silas baissa les yeux sur la tête brune reposant sur son épaule, puis sur le bébé dormant paisiblement dans le berceau. 3 personnes qui se connaissaient à peine depuis quelques semaines, mais qui avaient déjà complètement changé sa vie. J'aimerais beaucoup ça, dit-il enfin, la voix rauque. Tessa sourit sans lever la tête. Alors nous le sommes déjà. La famille, ce n'est pas ceux avec qui tu es né. C'est ceux qui choisissent de rester ensemble. Silas ne savait pas où elle avait entendu ça, si c'était de Carmen ou d'une émission de télévision, ou si c'était juste la sagesse naturelle d'un enfant qui avait appris trop tôt ce qui comptait vraiment dans la vie. Mais il savait qu'elle avait raison. Ils restèrent là quelques minutes de plus, regardant Théo dormir, sentant le poids et la légèreté de devenir une famille. Pas officiellement, pas sur le papier, mais de toutes les manières qui comptaient vraiment. Quand ils quittèrent enfin la pièce, Silas se sentit différent. Plus léger et plus lourd à la fois, plus responsable et plus libre, plus entier. Pour la première fois en 5 ans, il n'était pas seul. Et pour la première fois de sa vie, il n'en avait pas peur. Il avait une famille, petite, improbable, construite à partir de circonstances impossibles et de choix qu'il ne savait même pas qu'il faisait. Mais c'était la sienne, et ils étaient les siens, et c'était plus que suffisant. La réunion avec les dirigeants de Samsung se déroulait parfaitement. Silu présentait les chiffres du dernier trimestre, des graphiques en hausse, des projections optimistes. Le contrat d'exportation était pratiquement scellé. Il ne restait que quelques détails. Marcus souriait de l'autre côté de la table, satisfait. C'était le genre d'affaire qu'il poursuivait depuis des mois. Le portable de Silu vibra. Il jeta un coup d'œil rapide à l'écran. Carmen. Elle n'appelait habituellement qu'en cas d'urgence. « Excusez-moi », murmura-t-il en rejetant l'appel. « Où en étions-nous » 2 minutes plus tard, le téléphone vibra de nouveau. Carmen, encore. Silu commença à sentir une pointe d'inquiétude, mais continua sa présentation. Les Coréens étaient impressionnés par les données, posant des questions techniques auxquelles il répondait automatiquement. Un 3e appel. Cette fois, il répondit. « Carmen, je suis en réunion. » Silu. Sa voix était précipitée, presque un cri. « Théo a une forte fièvre. Je suis inquiète. » Le monde s'arrêta. « Que veux-tu dire par une forte fièvre ?» Ça a commencé il y a 1 heure. C'est déjà à 39 degrés Celsius et ça monte. Il n'arrête pas de pleurer. Il ne veut pas de son biberon. Il est très chaud. Silas bondit de sa chaise si rapidement qu'il renversa son verre d'eau. La présentation à l'écran, les dirigeants coréens, le contrat de plusieurs millions de dollars. Tout disparut. J'arrive. Emmène-le à l'hôpital. Je vous y rejoins. Quel hôpital? Le plus proche. Northwestern Memorial. J'y vais directement. Il raccrocha et se tourna vers ses collègues à la table qui le regardaient avec confusion. Je dois y aller, dit-il, attrapant déjà sa veste. Urgence familiale. Silas, la réunion? Commença Marcus. Terminez-la. Signez ce qu'il faut signer. Mais Silas était déjà à la porte. Il courut dans le couloir, appuya 3 fois de suite sur le bouton de l'ascenseur. Quand les portes ne s'ouvrirent pas immédiatement, il descendit 10 étages en courant. Dans le parking, il démarra la voiture avec des mains tremblantes. Des embouteillages. Bien sûr, il y avait des embouteillages juste au moment où il avait besoin de rentrer vite. Il klaxonna, jura, changea de voix 5 fois. Il appela Carmen en chemin. Comment va-t-il? La fièvre est montée à 40 degrés Celsius.
Tessa est terrifiée. Elle veut rester avec lui dans la voiture. Je quitte la maison maintenant. 40 degrés Celsius. Les bébés pouvaient avoir des convulsions à cause de fortes fièvres. Ils pouvaient subir des lésions cérébrales. Ils pouvaient? Silas s'appuya fort sur l'accélérateur. Il arriva à la maison juste au moment où Carmen mettait Théo dans sa voiture. Le bébé pleurait faiblement, un son différent de son cri normal. Il était rouge de fièvre, son petit corps mou dans les bras de la nounou. « Mon Dieu !» murmura Silas en touchant le front du bébé. Il était brûlant. « Allons dans ma voiture », dit-il en prenant Théo dans ses bras. « C'est plus rapide. » Tessa sortit en courant, le visage mouillé de larmes. « Silu, Théo est vraiment malade. Il n'arrête pas de pleurer. »« Tout va bien se passer », dit-il, essayant de paraître calme. « On va à l'hôpital, et les médecins s'occuperont de lui. » Il mit Théo dans le siège auto, mais le bébé pleura encore plus fort avec le mouvement. Tessa grimpa à côté de lui, tenant la petite main de son frère. « Chut, Théo. Silu va s'occuper de nous. » La confiance dans sa voix retourna l'estomac de Silas. Et s'il ne pouvait pas s'occuper d'eux? Et si c'était trop tard? Et si? Il conduisit jusqu'à l'hôpital, dépassant toutes les limites de vitesse. Carmen appela les urgences pour leur dire qu'ils étaient en route. Théo continuait de pleurer, chaque son faisant conduire Silu plus vite. « S'il vous plaît, ne laissez rien lui arriver », murmura-t-il plus pour lui-même que pour quiconque. Le Northwestern Memorial était bondé. Silas arrêta la voiture à l'entrée des urgences, prit Théo dans ses bras et courut à l'accueil. « Urgence pédiatrique », dit-il à l'infirmière. « Bébé avec une forte fièvre. »« Non. Théo. » Silas hésita. Quel était le nom de famille de Théo? Il ne l'avait jamais demandé. Théo Martinez. Les mots sortirent automatiquement. Théo Martinez, comme s'il était son fils. L'infirmière remplit rapidement le formulaire et appela un médecin, le docteur Patricia Chen, une pédiatre. Elle examina Théo directement dans le couloir, vérifia sa température, écouta son cœur. « Nous allons faire quelques tests, » dit-elle calmement. « Ce pourrait être une simple infection virale, mais avec les bébés, nous préférons toujours être sûrs. » Simple infection virale. Les mots auraient dû rassurer Silas, mais il ne pouvait penser qu'au pourrait être. Que pourrait-ce être d'autre? Ils emmenèrent Théo dans une salle d'examen. Silas et Tessa attendirent dans le couloir blanc. Carmen était allée garer la voiture et acheter de l'eau. « Est-ce qu'il va aller bien ?» demanda Tessa, regardant par la fenêtre de la salle où les médecins examinaient Théo. « Oui, » dit Silas, la tirant sur ses genoux. « Les médecins ici sont très bons. » Tessa posa sa tête sur son épaule, fatiguée de pleurer. En quelques minutes, elle dormait. Le stress de la journée l'avait complètement épuisée. Silas resta assis là avec Tessa dormant sur ses genoux, regardant la porte de la salle d'examen. Les bruits de l'hôpital résonnaient autour d'eux, des machines qui bipent, des conversations à voix basse des infirmières, les pleurs d'autres enfants. Et c'est là, dans ce couloir blanc et froid, qu'il ressentit une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas la peur de perdre de l'argent, un contrat ou une opportunité. C'était la peur de perdre quelqu'un qu'il aimait. La peur que Théo n'aille pas bien. Que quelque chose de grave arrive au bébé qui était devenu le centre de sa vie sans même qu'il s'en rende compte. Quand cela s'était-il produit? Quand Théo avait-il cessé d'être l'enfant dont il s'occupait temporairement pour devenir son fils? Quand Tessa avait-elle cessé d'être la fille qui avait besoin d'aide pour devenir sa fille? Il baissa les yeux sur la tête de Tessa endormie sur son épaule. Elle lui faisait entièrement confiance. Elle croyait qu'il arrangerait tout, qu'il prendrait soin d'elle et de son frère. Et il le voulait aussi. Il voulait être la personne qu'elle pensait qu'il était. Le docteur Chen sortit de la salle 40 minutes plus tard. « Comment va-t-il » demanda Silu, essayant de ne pas réveiller Tessa. « C'est une infection virale, comme nous le soupçonnions. Rien de grave, mais nous allons lui donner un antipyrétique et l'observer pendant quelques heures. La fièvre a déjà commencé à baisser. » Silas sentit ses jambes flageoler de soulagement. Peut-il rentrer à la maison aujourd'hui? Si la fièvre continue de baisser, oui, mais il aura besoin de soins spéciaux pendant les prochains jours. Beaucoup de liquide, des médicaments à heure fixe, une observation constante. Soins spéciaux, observation constante. Je peux m'occuper de lui, dit-il, se surprenant lui-même par la certitude de sa voix. Le médecin sourit. Je suis sûr que vous le pouvez. Vous êtes arrivé très vite. Vous avez tout fait correctement. Il est évident que vous êtes des parents très attentionnés.
Par an. Elle avait dit par an. 3 heures plus tard, Théo allait assez bien pour rentrer à la maison. Sa fièvre était tombée à 37,2 degrés Celsius. Il avait bu tout son biberon et avait même essayé de sourire à Tessa. Dans la voiture, Silas appela son bureau. « Marcus, c'est moi. Je ne pourrai pas revenir aujourd'hui. En fait, je ne viendrai pas travailler le reste de la semaine. » « Le reste de la semaine ? Silas, on a la réunion avec ? Annule-la ou occupe-t'en. Je dois m'occuper de mes enfants. » « Tes enfants ? » ? « Oui, mes enfants. » Il raccrocha avant que Marcus ne puisse répondre. À la maison, il installa Théo dans sa chambre avec un humidificateur que Carmen avait acheté à la pharmacie. Il lui donna des médicaments à heure fixe, vérifia sa température toutes les 2 heures et ne le quitta pas d'une semelle. Tessa aida pour tout, apportant des couches propres, tenant le biberon, chantant doucement pour son frère. Elle était épuisée, mais refusa de dormir loin de Théo. « Je peux dormir ici par terre ?» demanda-t-elle à l'heure du coucher. « Tu peux dormir dans mon lit, dit Silu. Il est assez grand pour nous deux. Comme ça, je peux garder un œil sur Théo et sur toi. » Cette nuit-là, il dormit avec Tessa d'un côté et le berceau de Théo de l'autre. Il se réveilla toutes les heures pour vérifier si le bébé respirait bien, si la fièvre n'était pas revenue. La 4e fois qu'il se réveilla, il trouva Tessa le regardant dans le noir. « Tu ne dors pas non plus, chuchota-t-elle. Je m'occupe de vous. Maman ne faisait pas ça quand j'étais malade. » La phrase prit Silas au dépourvu. Tessa parlait rarement de sa mère, de sa vie avant de le rencontrer dans la rue. Elle ne le faisait pas. Elle devenait nerveuse quand on pleurait. Elle disait qu'elle ne savait pas quoi faire. Silas sentit une douleur poignante dans sa poitrine. Sa mère, qui ne savait pas s'occuper de ses enfants malades. Une fille de 5 ans qui avait dû gérer seule un bébé fiévreux. « Eh bien, moi je sais quoi faire, » dit-il doucement. « Et je ne pars pas. » Tessa sourit dans le noir et referma les yeux. Théo fut complètement rétabli en 2 jours, mais Silas ne retourna pas au travail. Pour la première fois en 10 ans, il ne ressentait pas le besoin d'être au bureau. Il voulait rester à la maison, s'occuper des enfants, profiter de ses jours ensemble. Le jeudi matin, il fit des pancakes pour Tessa. Cette fois, ils ne brûlèrent pas. « Tu deviens bon à ça, » dit-elle en mangeant un entier. « Je m'entraîne. » L'après-midi, ils lurent des histoires dans le salon. Tessa choisit 3 livres différents, et Silas les lut tous avec des voix différentes pour chaque personnage. Théo était assis sur le tapis à jouer avec des blocs colorés, riant des voix amusantes. « Lis en un autre », supplia Tessa quand il eut fini la 3e histoire. « On les a tous lus. » Alors inventons une. Inventer une histoire. Silas n'avait jamais fait ça de sa vie. Mais il regarda Tessa qui attendait, Théo qui bavait sur le bloc rouge, et commença à parler. Il était une fois un homme qui vivait seul dans une grande maison. L'histoire sortit naturellement, à propos d'un homme qui pensait n'avoir besoin de personne jusqu'à ce qu'il trouve 2 enfants qui changèrent sa vie. Tessa écouta attentivement, posant des questions, suggérant des changements à l'intrigue. À la fin de la semaine, la maison était complètement différente. Carmen avait acheté une petite chaîne stéréo pour le salon, et maintenant, il y avait toujours de la musique pour enfants qui jouaient. Tessa avait éparpillé des coussins sur le sol du salon pour en faire une aire de jeu. Le fil à linge était plein de petits vêtements, les petits t-shirts de Théo, les petites robes de Tessa. Silas regarda autour de lui un vendredi soir et ne reconnut pas sa propre maison. Là où il y avait autrefois une élégance froide et du silence, il y avait maintenant de la vie, du désordre, de la joie. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si bon. Juste d'être ici avec vous, » murmura-t-il, regardant Tessa apprendre à Théo à empiler des blocs. Elle le regarda et sourit. « C'est bien. C'est comme si on avait toujours vécu ici. » C'était exactement ça, comme s'ils avaient toujours été une famille. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Silas se surprit à sourire dans le miroir de la salle de bain. Pas un sourire forcé de réunions ou d'événements sociaux, un sourire sincère et spontané. Il se surprit à sourire sans s'en rendre compte plusieurs fois pendant la semaine. En faisant du café, en lisant des emails, en regardant Théo essayer de ramper après le chat du voisin qui était apparu dans le jardin. L'homme d'affaires froid et calculateur qu'il avait été pendant des années disparaissait. À sa place, quelqu'un qu'il ne savait même pas exister émergeait. Un père. Un homme qui se souciait plus de la température d'un bébé que de contrats de plusieurs millions de dollars. Et pour la première fois de sa vie, Silas était complètement satisfait de ce qu'il devenait.
Silas se réveilla à 5h30 du matin en pensant aux pancakes. Il n'avait pas faim. Il ne s'était pas réveillé à cause d'un bruit. Il avait simplement ouvert les yeux et la première chose qui lui vint à l'esprit fut « Aujourd'hui, c'est samedi. Tessa aime les pancakes le samedi. » Il se leva doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Dans le couloir, il s'arrêta devant la chambre des enfants et écouta. Théo dormait encore, sa respiration profonde et régulière. Tessa aussi, probablement enlaçant l'ours en peluche que Carmen avait acheté la semaine précédente. C'était incroyable de voir à quel point ils connaissaient déjà leurs habitudes de sommeil. Il savait que Théo se réveillait toujours à 6h15, pleurant doucement jusqu'à ce que quelqu'un change sa couche. Il savait que Tessa était somnolente le matin, mais devenait énergique après le petit déjeuner. Il savait que le samedi, elle demandait toujours s'ils pouvaient faire des pancakes ensemble. Dans la cuisine, il commença à rassembler les ingrédients, farine, œufs, lait, sucre. Il connaissait déjà la recette par cœur après l'avoir faite tant de fois. Il y a 5 semaines, il ne savait même pas faire bouillir de l'eau correctement. Maintenant, il planifiait un petit déjeuner spécial parce qu'il savait que cela rendait Tessa heureuse. Quand cela s'était-il produit? Quand ces matins avaient-ils cessé de commencer par des emails urgents pour commencer par la planification des repas des enfants? Il prépara la pâte, chauffa la poêle. Pendant qu'il attendait, il prit son téléphone pour vérifier ses messages. Il avait 15 emails non lus, 3 appels manqués de Marcus, 2 messages du bureau concernant un problème avec des fournisseurs. Il jeta un coup d'œil rapide à tout cela et reposa le téléphone. Rien qui ne pouvait attendre jusqu'à lundi, ou mardi, peut-être mercredi. Quand le travail avait-il cessé d'être la priorité? Quand avait-il cessé de vérifier compulsivement ses emails à 5h du matin pour commencer à s'inquiéter davantage de ne pas brûler les pancakes? La première fournée sortit parfaite, dorée, moelleuse, exactement comme Tessa l'aimait. Silas sourit, satisfait. Carmen disait toujours qu'il s'améliorait en cuisine. En fait, il s'améliorait dans beaucoup de choses. Il changeait les couches sans dégoût, savait préparer un biberon à la bonne température, pouvait calmer Théo quand il pleurait. Silas. La voix endormie de Tessa venait de l'escalier. Tu fais des pancakes? Oui. Bonjour, princesse. Bonjour. Elle descendit en courant, toujours en pyjama, les cheveux en désordre. Je peux aider? Bien sûr, tu peux retourner le prochain. Tessa grimpa sur le tabouret qui se trouvait désormais en permanence à côté de la cuisinière. Silas guida sa petite main pour retourner le pancake sans se brûler. C'était leur rituel, quelque chose qui était apparu naturellement après quelques semaines. Je l'ai fait, cria-t-elle alors que le pancake atterrissait parfaitement dans la poêle. Très bien. Tu deviens une chef. Théo se réveilla avec le bruit et commença à gémir. Silas alla automatiquement le chercher, changea sa couche et l'amena à la cuisine. Le bébé s'assit dans sa chaise haute, les regardant cuisiner, faisant ses bruits de joie. Théo, regarde. Tessa lui montra le pancake. C'est moi qui l'ai fait. Le bébé applaudit et rit. Ces derniers jours, il avait commencé à vraiment applaudir. Pas seulement les mouvements désordonnés d'avant. C'était une petite réussite, mais qui remplissait Silas de fierté comme si c'était la plus grande victoire du monde. Il parle presque, dit Tessa en donnant un petit morceau de pancake à son frère. Carmen a dit que ce sera bientôt. Hier, il faisait des sons da tout l'après-midi. Quel sera son premier mot, à ton avis? Demanda Silas en s'asseyant à table avec eux. Dit Tessa avec confiance. C'est mon nom. Oulas, qui est le tien? Silas sourit. Ces derniers jours, Théo avait commencé à faire des sons qui ressemblaient vraiment à des syllabes. Carmen disait que c'était normal, qu'il expérimentait avec sa voix, mais Silas prêtait attention à chaque son, essayant d'identifier le premier vrai mot. Il voulait être là quand ça arriverait. Il voulait être la première personne à entendre Théo parler. Il avait même quitté certaines réunions plus tôt la semaine dernière parce que Carmen disait que le bébé y était presque. Quand était-il devenu si important pour lui d'être présent pour tous les moments importants des enfants? Quand manquer un premier mot avait-il commencé à sembler plus crucial que de conclure une affaire de 2 millions de dollars? Après le petit déjeuner, Tessa courut dans sa chambre pour chercher ses nouveaux dessins. Elle en avait fait 3 la veille pendant que Silas travaillait dans son bureau à domicile. C'était un autre de leurs rituels. Elle gardait les dessins de la journée pour les lui montrer à son retour. Ça, c'est notre maison. Elle montra le premier. Regarde, elle a des fenêtres, une porte, une cheminée, et ce jardin avec des fleurs que Carmen a plantées.
C'était un dessin d'enfant typique. Une maison carrée, un toit triangulaire, un soleil jaune dans le coin. Mais elle avait dessiné 3 personnages devant la maison se tenant la main, leur famille. Et ça, c'est nous au parc. Le deuxième dessin montrait des personnages en bâton sur une balançoire. Tu avais dit que tu nous emmènerais au parc aujourd'hui. Avait-il dit ça? Silas essaya de se souvenir. Ah oui. Jeudi, quand Tessa avait demandé si elle pouvait jouer dehors et il avait dit que samedi, il l'emmènerait, elle et Théo, au parc. Une promesse en l'air qu'il ne se souvenait même pas avoir faite. C'était drôle comme elle se souvenait de chaque promesse, de chaque commentaire, de chaque plan qu'il faisait, comme si chacune de ses paroles était trop importante pour être oubliée. Et celui-ci est spécial. Tessa tenait le 3e dessin comme si c'était quelque chose de précieux. C'est Théo qui dit son premier mot. Silas regarda de plus près. C'était Théo assis par terre avec une bulle de dialogue sortant de sa bouche. À l'intérieur de la bulle, elle avait écrit « Papa » en lettres tordues mais soignées. « Tu penses que son premier mot sera « Papa » demanda-t-il, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. « Je pense que oui. Parce que tu t'occupes de nous comme un papa. Même mieux. Même mieux. » La phrase prit Silas au dépourvu. Mieux que qui? Quel père utilisait-elle comme comparaison? Celui qu'elle n'avait jamais eu ou un qu'elle connaissait qui ne s'occupait pas bien de ses enfants. Que veux-tu dire par eux, Kessa? Tu viens toujours quand on t'appelle. Tu fais de la bonne nourriture. Tu lis des histoires. Tu restes quand on est malade, compte à TL sur ses doigts. Les vrais papas font ça. Les vrais papas. Quand avait-il commencé à agir comme un père sans s'en rendre compte? Quand avait-il cessé de se voir comme quelqu'un s'occupant temporairement de 2 enfants pour commencer à se voir comme un père? Le téléphone sonna. Marcus. Excuse-moi, dit Silas à Tessa. C'est le travail. Silas, où es-tu? On a la présentation pour le conseil d'administration lundi, tu te souviens? Et le problème avec les fournisseurs chinois se transforme en crise. Je me souviens de la présentation. Et pour les fournisseurs, tu ne peux pas t'en occuper? Moi? Silas, c'est toi qui t'en occupes toujours. Tu parles mandarin. Tu connais leur culture. Je peux passer un appel lundi. Un appel? Il menace de rompre le contrat. On doit aller à Shanghai cette semaine. Silas regarda Tessa, qui montrait les dessins à Théo, et Théo, qui essayait d'attraper le papier avec ses petites mains. L'idée de voyager à Shanghai, de passer une semaine loin d'eux, semblait impossible. Marcus, je peux te rappeler plus tard? On est en plein petit déjeuner. Petit déjeuner? Il est 9h30 du matin. Oui. Petit déjeuner spécial du samedi. Silas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais un bourreau de travail et maintenant on dirait que tu ne te soucies même plus de l'entreprise. Ce n'est pas que je ne m'en soucie pas. C'est juste... Silas marqua une pause, cherchant les mots justes. C'est juste que j'ai d'autres priorités maintenant. Il raccrocha avant que Marcus ne puisse répondre. D'autres priorités? Un petit déjeuner spécial du samedi? Quand avait-il développé des traditions familiales? Quand le samedi matin était-il devenu sacré parce que c'était son temps avec les enfants? C'était qui? Demanda ça. Marcus, du travail. Il veut que je voyage en Chine cette semaine. Tu y vas? Sa question était chargée d'inquiétude. Silas réalisa qu'elle avait peur qu'il parte, peur d'être abandonné de nouveau. Je n'y vais pas, dit-il sans hésitation. Je ne veux pas voyager. Je veux rester ici avec vous. Le soulagement sur son visage fut immédiat. Bien. Je n'aime pas quand tu voyages. La maison devient trop silencieuse. La maison devient trop silencieuse. Bien sûr, car maintenant il était une partie essentielle de leur routine. Sa présence ou son absence changeait complètement la dynamique de la maison. Marcus n'était pas en colère, exactement. Il était confus, et Silas comprenait. Il y a 5 semaines, il était entièrement dévoué au travail. Il annulait n'importe quel engagement personnel pour une réunion importante. Maintenant, il refusait des voyages internationaux parce qu'il voulait rester à la maison et faire des pancakes. « Pourquoi ne veux-tu pas voyager » demanda Tessa, curieuse. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que ses priorités avaient complètement changé, qu'il se souciait maintenant plus de ses dessins que de contrats de plusieurs millions de dollars? Parce que vous êtes plus important que n'importe quel voyage, dit-il finalement, plus important que le travail. Beaucoup plus important. C'était vrai.
Il l'avait réalisé clairement la semaine précédente, quand il était dans une réunion virtuelle importante et s'était surpris à se demander si Théo avait mangé tout son déjeuner, ou quand il révisait des contrats urgents et s'arrêtait pour envoyer un texto à Carmen pour savoir comment s'était passée la sieste de l'après-midi. Ces journées ne tournaient plus autour des horaires de réunion. Elles tournaient autour des horaires des enfants. Biberon à 6 heures, goûter à 15 heures, bain à 19 heures. Son agenda mental était rempli d'étapes de l'enfance. Quand Théo commencerait à parler, quand Tessa apprendrait à lire, s'il devait l'inscrire à l'école maternelle. « C'est bien que tu penses à nous », dit Tessa en souriant. « Je pense à toi aussi. Quand je joue, j'attends que tu rentres du travail. » Carmen demande toujours à quelle heure tu rentres. Elle attendait son arrivée. Une fille de 5 ans organisait sa journée autour de son retour à la maison, et Carmen y prêtait attention. Elle était au courant de son attente. « Vous êtes la meilleure partie de ma journée », dit Silas, et il réalisa qu'il n'avait jamais dit quelque chose de si vrai de sa vie. La partie que j'attends le plus. Ils passèrent la matinée au parc comme promis. Tessa alla au toboggan pendant que Silas s'asseyait sur un banc avec Théo sur ses genoux. Le bébé regardait les autres enfants jouer, fasciné par le mouvement et les voix. « Bah » dit Théo, en montrant une balle avec laquelle une fille jouait. « Balle » dit lentement Silas, en articulant clairement. « Presque, champion. Tu vas y arriver. » Une femme s'assit sur le banc à côté de lui avec un enfant de l'âge de Tessa. « Vos enfants sont magnifiques, » dit-elle en souriant. « Quel âge ont-ils » ? Elle a 5 ans. Il a 10 mois, répondit automatiquement Silas. « Merci. La différence d'âge est la même que pour les miens. C'est beaucoup de travail, mais ils s'adorent. » Après son départ, Silas pensa à la conversation. « Vos enfants. » Elle avait naturellement supposé que Théo et Tessa étaient ses enfants. Et non seulement il ne l'avait pas corrigé, mais il avait répondu à leurs âges comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Parce que cela ne semblait pas étrange. Cela semblait juste. L'après-midi, après le déjeuner, Tessa fit d'autres dessins pendant que Théo faisait la sieste dans sa poussette. Silu essaya de travailler un peu sur son ordinateur portable mais se surprit à s'arrêter toutes les 5 minutes pour voir ce qu'elle dessinait. « Ça, c'est toi au bureau », lui montra TL. « Et ça, c'est nous à la maison qui attendons que tu reviennes. Regarde, j'ai dessiné une horloge qui indique 18 heures, l'heure à laquelle tu arrives. » Lui au bureau, eux à la maison attendant jusqu'à 18 heures. C'est exactement comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, il allait au travail en pensant à eux, gardant un œil sur l'heure pour ne pas être en retard. Il restait à la maison avec une routine qui culminait à son retour. « Tessa », dit-il en fermant complètement l'ordinateur portable. « Dis, je peux te parler de quelque chose ?»« Oui. » Elle laissa tomber ses crayons de cire et lui accorda toute son attention, comme elle le faisait toujours quand il voulait avoir une conversation sérieuse. C'était impressionnant de voir comment une enfant de 5 ans pouvait être si concentrée quand c'était nécessaire. « La vérité, c'est que je ne peux plus vivre sans vous. » Les mots sortirent naturellement, sans planification. Mais au moment où il les dit, il sut que c'était la vérité la plus pure qu'il ait jamais prononcée de sa vie. « Je ne peux pas vivre sans toi non plus, » répondit simplement Tessa. « Tu es notre famille maintenant. Notre vraie famille. Notre vraie famille. Pas comme si, pas en quelque sorte. C'était la famille. Point. » Dans les mots d'une enfant de 5 ans, sans complication ni réserve. « Je veux que ce soit officiel, » dit Silu. « Je veux que vous soyez mes vrais enfants, sur le papier aussi. » Que veux-tu dire ? L'adoption. C'est un processus légal où toi et Théo devenez officiellement mes enfants, avec un nouveau certificat de naissance. Tout. Mon nom comme votre père. Les yeux de Tessa brillèrent d'une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. On peut avoir ton nom de famille ? Oui. Tessa Martinez et Théo Martinez. Elle testa le son du nom dans sa bouche, le répétant plusieurs fois. Tessa Martinez. Théo Martinez. J'aime beaucoup. Ça sonne vraiment comme une famille, non ? Ça sonne parfaitement. Le lundi matin, Silas appela son avocat avant même d'arriver au bureau. Il marchait dans la rue en buvant son café quand il composa le numéro. Robert, c'est Silas Martinez. J'ai besoin de vous parler d'une procédure d'adoption. Adoption ? Vous ne m'aviez pas dit que vous sortiez avec quelqu'un sérieusement. Non. Ce sont 2 enfants dont je m'occupe depuis quelques semaines. Je veux les adopter légalement. Je vois. C'est un processus complexe, mais possible.
Voulez-vous fixer un rendez-vous pour discuter des détails? Oui, dès que possible. Aujourd'hui si possible. Vous semblez très décidé. Je peux vous voir aujourd'hui à 15 heures. Parfait. Quand il raccrocha, Marcus l'attendait à la réception de l'entreprise avec une mine renfrognée. Il faut qu'on parle, maintenant. Vas-y, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es plus le même. Tu arrives en retard, tu pars tôt, tu n'arrives pas à te concentrer en réunion, tu refuses les voyages. Je me concentre sur ce qui compte vraiment. L'entreprise compte. On a construit ça ensemble. Tu jettes tout par la fenêtre pour 2 enfants que tu connais depuis un mois. Silas regarda par la fenêtre du bureau. En bas, Chicago continuait son rythme effréné. Des gens qui se pressent, des voitures qui klaxonnent, tout le monde pressé d'aller quelque part. Pressé de gagner plus d'argent, de conclure plus d'affaires, de gravir plus d'échelons sur l'échelle du succès. Il y a 5 semaines, il était l'une de ces personnes, toujours en train de courir, toujours pressé, toujours concentré sur la prochaine affaire, le prochain contrat, le prochain million. Maintenant, sa hâte était différente. Il voulait finir sa journée de travail rapidement pour rentrer à temps pour le dîner. Il voulait être là quand Théo dirait son premier mot. Il voulait aider Tessa avec ses dessins. Il voulait faire partie de leur routine, de leur vie. Marcus, dit-il en se tournant vers son associé. Ça n'a tout simplement plus de sens de vivre sans eux. Sans qui? Mes enfants, Tessa et Théo. Silas, tu les connais depuis 5 semaines. 5 semaines. Et ce furent les 5 semaines les plus importantes de ma vie. Les 5 seules semaines où j'ai vraiment compris ce que signifie avoir une raison de vivre. Marcus secoua la tête, exaspéré. Tu ne peux pas prendre de décision basée sur l'émotion. Ce n'est pas comme ça que tu as toujours travaillé. Tu as toujours été rationnel, calculateur. C'est peut-être exactement ça le problème. Peut-être que j'ai travaillé toute ma vie de la mauvaise manière. Peut-être que j'ai perdu 30 ans à me concentrer sur les mauvaises choses. Marcus partit en claquant la porte. Silas s'en fichait. Il savait que finalement, son associé comprendrait, ou pas. Mais cela ne changerait rien. L'après-midi, lors de la réunion avec Robert, Silas expliqua toute la situation. L'avocat posa des questions détaillées, prit des notes, expliqua chaque étape du processus. Cela prendra quelques mois, dit Robert. Nous devons vérifier que les enfants n'ont vraiment pas d'autres parents. Mener des évaluations psychologiques, des visites à domicile, des audiences. Combien de temps exactement? Entre 6 mois et 1 an, selon les circonstances. Et ce sera cher. On parle d'au moins 50 000 $. 50 000 $. Silas dépensait plus que ça en 20 par an. L'argent n'est pas un problème. Êtes-vous sûr de cette décision? Demanda Robert en se penchant en avant. L'adoption est irréversible. Une fois le processus finalisé, vous serez légalement responsable de ces enfants jusqu'à leurs 18 ans. Éducation, santé, tout. 18 ans. Tessa avait 5 ans. Théo avait 10 mois. Il serait responsable d'eux pendant les 17 prochaines années. 17 ans de réunions parents-professeurs, de maladies infantiles, d'adolescence, d'université. L'idée aurait dû l'effrayer. Il y a quelques mois, elle l'aurait fait. Maintenant, cela semblait être la chose la plus naturelle du monde. C'est la décision la plus certaine que j'ai jamais prise de toute ma vie, dit-il sans une seconde d'hésitation. Et c'était vrai. Plus certain que de créer l'entreprise, plus certain que d'acheter le manoir, plus certain que n'importe quel investissement qu'il ait jamais fait, n'importe quelle affaire qu'il ait jamais conclue. Parce que pour la première fois, il ne prenait pas une décision basée sur la logique ou le bénéfice financier. Il prenait une décision basée sur l'amour. Et l'amour, Silas le découvrait, était la seule chose qui avait vraiment un sens à la fin. L'appel téléphonique arriva un jeudi à 14 h. Monsieur Martinez. La voix de Robert était différente, plus excitée que d'habitude. J'ai de bonnes nouvelles. La paperasse a été approuvée. L'adoption peut être finalisée la semaine prochaine. Silu arrêta immédiatement ce qu'il faisait. Il révisait un contrat, mais les mots sur l'écran perdirent toute signification. La semaine prochaine? Mardi, à 10 h du matin. Le juge signera les documents finaux. Les enfants devront être présents, mais ce n'est qu'une formalité. Tout a déjà été approuvé. 8 mois. 8 mois de paperasse, d'entretien, de visite à domicile, d'évaluation psychologique. 8 mois à attendre que quelqu'un décide s'il était apte à être le père des enfants qu'il considérait déjà comme les siens depuis si longtemps. Et maintenant, c'était la fin.
Merci, Robert. Merci beaucoup pour tout. Félicitations, Silas. Vous allez être un excellent père. Quand il raccrocha, Silas resta dans son bureau quelques minutes, digérant la nouvelle. Mardi, dans 5 jours, Tessa et Théo seraient officiellement ses enfants. Il rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Carmen était dans la cuisine en train de préparer le goûter. Théo rampait par terre, poursuivant un petit camion bleu. Tessa dessinait à table. « Vous êtes rentré tôt aujourd'hui », commenta Carmen en souriant. « J'ai une nouvelle importante. » Tessa le regarda, toujours attentive quand il parlait sérieusement. « Quelle nouvelle ?» Silas s'accroupit pour être à son niveau. Théo rampa vers lui et s'appuya sur son pantalon, essayant de se tenir debout. « L'adoption a été approuvée. Mardi, vous serez officiellement mes enfants. » Tessa laissa tomber son crayon de cire et ses yeux s'écarquillèrent. « Pour de vrai ? » ?»« Pour de vrai. Mardi matin, nous irons au palais de justice. Le juge signera des papiers et c'est tout. Vous aurez mon nom de famille, un nouveau certificat de naissance, tout. Tessa Martinez et Théo Martinez, dit-elle doucement, testant à nouveau les noms. Exactement. Carmen sourit, émue. Au cours des derniers mois, elle était devenue plus qu'une nounou. Elle faisait aussi partie de la famille. La grand-mère que les enfants n'avaient jamais eue. C'est merveilleux, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Je ferai un gâteau spécial pour mardi. Les jours suivants, Silas se sentit nerveux d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il n'y avait aucun doute sur la décision, aucun regret, mais l'officialisation semblait rendre tout plus réel, plus définitif. Le lundi soir, après avoir couché Théo, il trouva Tessa dans le salon en train de feuilleter un livre de contes. « Tessa » appela-t-il doucement. « Salut. Je peux m'asseoir avec toi ?» Elle fit de la place sur le canapé. Silas s'assit à côté d'elle, mais réalisa bientôt qu'il voulait faire cela de la bonne manière. Il se leva et s'agenouilla par terre devant elle. Tessa fut surprise par la formalité du geste. « Silu, je voulais te poser une question importante, » commença-t-il, sentant son cœur battre plus vite. « Demain, quand nous irons au palais de justice, ce sera officiel. Mais avant ça, j'ai besoin de savoir. » Il marqua une pause, prit une profonde inspiration. Pendant des mois, d'autres personnes avaient décidé s'ils pouvaient être pères. Des travailleurs sociaux, des psychologues, des juges. Mais la seule opinion qui comptait vraiment était la sienne. « Me laisseras-tu être ton père ?» La question sortit simplement, directement, mais elle portait des mois d'insécurité, d'espoir, d'un amour qu'il apprenait encore à exprimer. Tessa le regarda longuement, ses yeux bruns remplis de larmes, mais elle souriait. « Tu es déjà mon père, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mais je veux être sûre que c'est ce que tu veux, que ce n'est pas seulement parce que tu n'as pas d'autre choix. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Tessa se pencha en avant et serra son cou fermement. « Tu as changé ma vie, » chuchota-t-elle à son oreille. « Je pensais que la famille n'était pas pour moi, mais maintenant je ne me vois pas sans toi. » Silas sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Il la serra fort en retour, comme s'il voulait la protéger de tout ce qui s'était passé avant qu'il n'apparaisse dans sa vie. « Je ne me vois pas sans vous non plus, » murmura-t-il. Ils restèrent enlacés un moment sans rien dire. C'était le moment le plus important de sa vie, plus significatif que n'importe quel contrat qu'il ait jamais signé, n'importe quelle affaire qu'il ait jamais conclue. « Demain, on sera une vraie famille sur le papier aussi, » dit Tessa quand ils se séparèrent. « On est déjà une vraie famille. Le papier, c'est juste pour rendre ça officiel. » Le mardi matin, ils s'habillèrent avec soin. Silas mit un costume. Tessa portait la robe bleue que Carmen avait achetée spécialement pour l'occasion, et Théo portait une minuscule tenue de ville qui lui donnait l'air d'un bébé cadre. Le palais de justice était un bâtiment imposant du centre-ville de Chicago. Monter les escaliers avec les deux enfants ressemblait à un moment historique, comme s'ils entraient dans une nouvelle phase de leur vie. L'audience fut rapide et formelle. Le juge, un homme plus âgé aux cheveux gris, examina les documents, posa quelques questions de routine et signa les papiers. « Félicitations, Monsieur Martinez », dit-il seulement en remettant les nouveaux certificats de naissance. « C'est maintenant officiel. Tessa Martinez et Théo Martinez sont légalement vos enfants. » Silas regarda les certificats. Nom du père, Silu Edward Martinez. Nom de la mère, laissé en blanc. Enfant, Tessa Sophia Martinez, 5 ans. Théo Gabriel Martinez, 11 mois. C'était réel. C'était écrit sur papier, tamponné, officiel.
Ils étaient une famille. À la sortie du palais de justice, Carmen les attendait avec un appareil photo. Elle prit plusieurs photos sur les marches du bâtiment. Silas tenant les certificats, Tessa le serrant dans ses bras, Théo dans ses bras faisant une grimace à l'appareil. Première photo officielle de la famille Martinez, dit Carmen, émue. À la maison, elle avait préparé une petite fête élaborée. Un gâteau au chocolat avec Famille Martinez écrit en glaçage bleu, des ballons, de la musique douce jouant sur la chaîne stéréo. Tu n'avais pas à faire tout ça, dit Silu, mais il était visiblement ému. Bien sûr que si. C'est un jour spécial. Ils mangèrent du gâteau dans le salon. Tessa racontant à Théo ce qui s'était passé au palais de justice, même si elle savait qu'il ne comprenait pas. Le bébé était plus intéressé à étaler du glaçage sur sa chaise haute, mais semblait heureux des festivités. La musique jouait doucement, rien de trop animé. C'était une célébration familiale intime, une vraie joie sans ostentation. « Silu, je peux appeler Marcus et lui dire ?» demanda Tessa après le gâteau. « Oui, tu peux, » dit Silas en riant. Au cours des derniers mois, Marcus s'était habitué à ces changements et avait même développé une affection pour les enfants. Pendant que Tessa parlait au téléphone, Silas observa la scène. Théo avait réussi à ramper jusqu'au canapé et essayait de grimper. Ces derniers jours, il était devenu plus aventureux, explorant chaque recoin de la maison. « Dada, dit Théo en le regardant. « Salut, champion, répondit automatiquement Silas. « Dada. » Quelque chose dans la façon dont il le disait fit que Silas prêta plus d'attention. Ce n'était pas le da-da-da aléatoire comme d'habitude. C'était plus concentré, plus dirigé. Tessa, appela-t-il. Viens ici. Elle raccrocha le téléphone et s'approcha. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute Théo. Ils regardèrent. Théo regarda directement Silu et dit clairement, Dada. Tessa cria d'excitation. Il l'a dit? Il a dit papa. Enfin, presque papa. Carmen arriva en courant de la cuisine. Que s'est-il passé? Théo a dit son premier mot, expliqua Tessa. Il a dit Dada en regardant Silas. Le premier mot. Le jour de l'adoption. Silas sentit que le timing ne pouvait pas être plus parfait. Répète, Théo, supplia Tessa. Dis, Dada. Dada, répéta Théo en applaudissant. C'était officiel, de toutes les manières possibles. Maintenant sur le papier et dans le cœur. Cette nuit-là, après toute l'excitation de la journée, la maison était plus calme. Carmen était rentrée chez elle. Le gâteau était rangé. Les ballons décoraient encore le salon. Silas donnait le bain à Théo quand il entendit Tessa chanter dans sa chambre. C'était une mélodie qu'il ne connaissait pas. Douce et suave. Dors, mon petit frère. Dors en paix. Demain, il y aura plus de jeux. Demain, il y aura plus. Il termina rapidement le bain et alla regarder. Tessa était assise sur son lit, toujours dans sa robe bleue, chantant pour son ours en peluche comme si c'était Théo qui dormait. « C'est quoi cette chanson » demanda-t-il doucement. « Je l'ai inventée, dit-elle. C'est pour quand il n'arrive pas à dormir. Ça marche toujours. C'est magnifique. Maman nous chantait des chansons, mais j'ai oublié la sienne, alors j'en ai inventé une nouvelle. » Silu m'y remplit et s'endormit presque immédiatement. Tessa continua de fredonner doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Il s'assit dans le fauteuil de la chambre et les regarda tous les deux. Théo dormant paisiblement, sa respiration profonde et régulière. Tessa se préparant pour le lit, mais chantant toujours sa chanson inventée. Ses enfants. Officiellement, légalement, ses enfants. Je ne savais pas qu'être père était ce qui manquait dans ma vie, murmura-t-il plus pour lui-même. Tessa l'entendit. Je ne savais pas qu'avoir un père était ce qui manquait dans la mienne non plus, dit-elle en souriant. Mais maintenant, ça a du sens. Tout a du sens. Elle avait raison. Tout avait du sens maintenant. La maison bruyante, les pancakes du samedi, les réunions manquées, les priorités changées, tout. Silas regarda autour de la pièce. Le berceau de Théo, le lit de Tessa, les jouets éparpillés, les petits vêtements dans la commode. Ce n'était pas une chambre parfaite. Elle était toujours un peu en désordre, toujours avec quelque chose qui n'était pas à sa place. Il n'était pas une famille parfaite. Tessa se réveillait encore parfois avec des cauchemars sur sa mère. Théo pleurait encore quand ses dents poussaient. Silu se sentait encore perdu dans certaines situations, apprenant encore à être père jour après jour. Mais ils étaient réels. Ils étaient vrais. Ils étaient à lui et il était à eux. Et enfin,
Ils étaient une famille. Officiellement, légalement, et plus important encore, dans le cœur. La famille Martinez. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.